Mais c'est Ulrike Reisner en personne. Was passiert? En Autriche? En Autriche? Oh, non, rien de spécial. C'est tout à fait la même chose que partout en Europe. On attend pour avoir un gouvernement. Non, c'est pas Mais vrai. Les Belges, ils se sont dotés d'un gouvernement. ça c'est incroyable, non? Écoute, c'est rien d'extraordinaire. Hier, on a entendu, bon, tout s'est cassé entre le parti de la liberté, alors, Le FPE. le FPE et les conservateurs, mais il faut admettre, ça m'a tout à fait pas étonné parce que c'était clair que ça n'a aucune chance pour une coalition parce que le Parti de la Liberté, le FPE, a demandé un sondage sur les mesures de Covid-19. Et pour les conservateurs, c'était insupportable, bien sûr, parce qu'ils veulent cacher tout. Et non, maintenant, on attend notre président. Bon, il dit alors, recommençons à parler, mais bon, on attend. Rien de spécial. Bon, alors on s'était dit qu'on parlerait d'un sujet qu'on va en fait un peu élargir, puisqu'on avait dit qu'on parlerait de la conférence, la traditionnelle annuelle conférence sur la sécurité de Munich, qui est une conférence assez peu connue en France, donc il faut que tu sois pédagogique, mais qui est une conférence importante parce qu'elle réunit un peu tout le monde pour parler de la paix, en tout cas en Occident. Et puis, il se trouve que, comme le vice-président, Monsieur Vance, dont on parlera prochainement dans le courrier, j'en profite pour dire à ceux qui regardent ces vidéos et qui ne savent pas forcément que le courrier est aussi un site d'information dans lequel tu écris, ils retrouveront ta chronique la semaine prochaine sur la conférence de Munich, lundi. Mais donc le courrier va parler aussi de Monsieur Vance, de son parcours, qui est le vice-président de Donald Trump, puisque Monsieur Vance a été l'un des dirigeants d'une entreprise qui s'appelle Palantir. Et Palantir est une entreprise de privée qui fournit des logiciels pour faire de la surveillance gouvernementale de masse. Je tiens à le repréciser parce que certains ont idéalisé Donald Trump comme un héros de la liberté. C'est plus compliqué que ça. Et donc, notre rôle est de faire une information équilibrée, c'est-à-dire dire ce qu'on trouve bien chez Trump, mais aussi ce qui nous semble devoir être mis en lumière et qui n'est pas forcément clair pour tout le monde. Mais donc, Monsieur Vance profite de la conférence de Munich, il en a profité pour venir déjeuner avec Emmanuel Macron, et il en profite pour être à Munich. Et par ailleurs, Monsieur Exet, qui est le ministre de la Défense des États-Unis, est venu devant l'Assemblée de l'OTAN pour expliquer sa vision du monde, et ça parle beaucoup d'Ukraine. Et Donald Trump lui-même a communiqué sur l'Ukraine, et je voulais que, puisque tu as suivi ça de près, je le sais, qu'on dise quelles sont les nouvelles sur ce front. Est-ce que tu peux nous en parler? Et ensuite nous dire, est-ce que c'est le début de la fin pour l'Union européenne? Ça me fait plaisir. Non, ça me fait plaisir parce que je suis tout à fait voyante, moi, non? Non, j'ai compris. Sors-nous ta boule de cristal. Non, écoute, je pense que ces entretiens entre toi et moi, c'est bien intéressant parce que c'est la phrase la plus attirante en ce qui concerne le courrier, c'est pensez par vous-même, c'est-à-dire il ne reste rien que notre humour et de donner des informations, peut-être un peu plus de perspective pour que les lecteurs, les spectateurs peuvent penser par eux-mêmes. C'est-à-dire, si tu me demandes ce qu'il y a de nouveau, je dirais, bon, rien de nouveau parce que on a bien attendu un déroulement des événements comme ça. Parce que il faut peut-être d'abord expliquer dans quelques mots ce que c'est
la conférence de la sécurité à Munich. Alors, pour nous, c'est une grande chose parce que c'est une plateforme de l'alliance avec les États-Unis. Alors, on sait bien que l'Allemagne est l'allié le plus proche aux États-Unis en ce qui concerne l'Europe, c'est-à-dire depuis presque 60 années ou 61, 62 ans, il y a cette conférence à Munich. Mais il s'agit bien sûr d'une conférence de la sécurité. Il y a toujours tout le monde, c'est-à-dire ils sont les leaders des États, etc., qui viennent à Munich pour se rencontrer. Mais si on regarde, par exemple, pour moi, c'est toujours bien intéressant de, par exemple, regarder la liste des sponsors. Hein? Alors, ce sont les entreprises qui soutiennent cet événement, cette conférence à Munich. C'est par exemple Gates Foundation, McKinsey, Google, Ernst Young, Goldman Sachs, Meta, Microsoft. C'est-à-dire, alors, on voit bien qui donne de l'argent pour une conférence comme ça. De plus, il est aussi intéressant de regarder chaque année parce qu'il y a un prix pour des mérites pour la sécurité. Et cette année, ce prix a été décerné à Kaja Kallas. Qui est Kaja Kallas? Parce que les Français ne savent pas qui elle est. Kaja Kallas, c'est la haute représentante de l'UE en ce qui concerne les affaires étrangères. Elle vient des pays baltes et selon moi, j'étais toujours un peu critique en ce qui concerne Kaja Kallas pour ce poste parce que Kaja Kallas était toujours très critique en ce qui concerne la Russie. Et je pensais toujours que pour un poste diplomate comme ça, c'est difficile. Mais en tout cas, on leur a décerné ce prix-là, c'est-à-dire on voit bien, c'est une certaine ambiance. Et ce qui est intéressant ce jour-là, parce qu'aujourd'hui, ça va commencer l'après-midi ou le soir. Ce qui est intéressant, cette année, il y a des perturbances. Pourquoi? Parce que les États-Unis, particulièrement Donald Trump, a bien composé quelque chose comme une conférence avant, c'est-à-dire il y avait cet entretien avec Herget en face de l'OTAN. Et Pete Hegseth a précisé qu'un retour aux frontières de l'Ukraine avant 2014 était aussi irréaliste qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. C'est-à-dire, c'était le grand BAM. Hein, un jour avant la grande cérémonie à Munich. Alors, on va voir, mais je te coupe une seconde, mais donc, ce qui est important, c'est que jusqu'ici, on ne savait pas trop comment Donald Trump allait gérer la crise ukrainienne. Il avait annoncé qu'il mettrait fin à la guerre le jour de son arrivée au pouvoir. Ça ne s'est pas exactement passé comme ça, mais enfin bon, ça fait 3 semaines, donc on n'est pas aux pièces non plus, comme on dit en français. Mais là, Donald Trump a commencé à sortir les cartes de son jeu. C'est-à-dire qu'il a dit à Zelensky, faut pas rêver, mon gars. Mm-hmm. Bon. Vas-y, continue. Tu sais, ça c'est le point intéressant. Parce qu'il y avait, comme j'ai dit, quelque chose comme un avant-jeu pour la conférence de sécurité. Mais en tout cas, je pense qu'il y avait toujours des idées qu'il pourrait être comme ça parce qu'il y avait des articles, des textes, des interviews, etc. Mais maintenant, ça va être bien intéressant parce que tout le monde attend que un plan, le plan de Donald Trump,
sera présenté lors de la conférence à Munich. C'est-à-dire, c'est non seulement Donald Trump qui est l'éléphant dans la pièce, mais c'est aussi Vladimir Poutine qui est toujours l'éléphant dans la pièce. Hein? Et le problème reste pour l'OTAN de l'Europe, alors les pays OTAN de l'Europe et pour l'Union européenne, parce que maintenant, tout est clair. Il reste particulièrement seul avec le problème en Ukraine. Et c'est pour ça que ces conférences cette année va être très intéressant. Mais c'est comme tu dis, il faut être bien prudente de dire comment va se passer, etc. Parce que selon moi, ce processus de trouver la paix en Ukraine, ça va durer. Alors, c'est pas quelque chose que tu fais comme ça. Et maintenant, la paix. Mais donc, ce qu'on sait, puisque à côté de ça, Donald Trump a parlé, et il a dit qu'il s'était entretenu avec Poutine, et que les discussions de paix commençaient maintenant. Alors, ce qu'on commence à entreapercevoir, c'est que d'après ce que disent les États-Unis, Trump et Poutine vont se mettre d'accord sur une paix en Ukraine sans Zelensky à la table, mais aussi sans les Européens à la table de négociation. Et Trump a dit qu'il n'y aurait pas de troupes américaines en Ukraine et que ce serait aux Européens de garantir la paix en Ukraine. Et donc, en gros, les États-Unis décident et les Européens payent et prennent les risques. Est-ce que je résume bien la ligne américaine qu'on connaît aujourd'hui, mais peut-être que ça va changer? Écoute, comme j'ai dit, moi, je suis pas de voyante et je suis justement pas d'expert en ce qui concerne le militaire, etc. Mais si on pense par soi-même, penser par nous-mêmes maintenant, alors, penses-tu que la Russie va accepter une mission de maintien de la paix de l'OTAN? Moi, je sais pas. Moi, je pense pas, parce que si tu prends les choses simplement, alors, si on fait quelque chose comme un traité de paix maintenant, pour la Russie, c'est tout à fait clair. C'est-à-dire, pas de sanctions. Alors, arrêter les sanctions immédiatement entre les États-Unis et la Russie, entre l'UE et les États-Unis. Deuxièmement, les patrimoines de la Russie ou des Russes en Europe, donnez-nous avec les entrées. Alors, ça, c'est clair. Hein? Troisièmement, en ce qui concerne l'Ukraine de l'Est, c'est-à-dire les oblasts Donetsk et Luhansk, bon, au moins, laissez-leur décider leur-même d'être autonomes, d'être partie d'un État ukrainien ou de la Russie. Alors, c'est-à-dire, c'est bien simple de dire, bon, les États-Unis ne souhaiteraient pas s'impliquer dans le maintien de la paix. Ça reste pour l'Europe. Mais l'Europe, si tu prends les États qui sont aussi membres de l'OTAN en Europe, si tu regardes ce qu'ils ont fait les dernières années, c'est selon moi presque impossible qu'ils maintiendraient une mission de la paix en Ukraine. Alors, c'est-à-dire tout ce processus, c'est bien compliqué, c'est bien, il y a plusieurs niveaux. À mon avis, il s'agit en ce moment d'un, comme on dit en anglais, un package deal.
je ne sais pas s'il y a une expression en français pour ça, c'est-à-dire… Oui, un accord global. C'est ça, parce qu'il y a bien sûr, en ce qui concerne les États-Unis et la Russie, il y a plusieurs choses à régler. Ça concerne tout à fait aussi la question du Proche-Orient, ça concerne tout à fait la situation en Syrie. Parce que la Syrie, le développement en Syrie, ça a touché à l'influence de la Russie. Alors, c'est-à-dire pour nous, à ce moment-là, c'est extrêmement compliqué de comprendre ce qui se passe. Moi, je pense que en ce qui concerne les négociations entre les États-Unis et la Russie, ça concerne tout à fait plusieurs questions. Et l'Ukraine, bien sûr, c'est l'une de ces questions. Mais le problème pour l'Europe, c'est à ce moment-là, ils sont apparemment pas à la table. Et maintenant, il y a la conférence à Munich. Alors donc, moi, ce que je voulais qu'on souligne, c'est ça, c'est d'abord que aujourd'hui, Trump ne s'embarrasse pas de détails. Il explique aux Européens, je ne veux pas discuter avec vous, je ne veux pas vous voir, je décide dans mon coin et vous faites comme je vous dis. C'est quand même, pour l'Union européenne, un désaveu, une humiliation cinglante. Oui, tu as raison, mais il faut aussi souligner que c'est pas de surprise. Excuse-moi, c'est pas de surprise. Si c'est permis, j'ai préparé 2 tout petits textes et je voudrais bien lire ces textes dans cet entretien. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de 2 petits textes. C'est l'un de Christoph Heusgen. Christoph Heusgen, il est président de la conférence de la sécurité à Munich, c'est-à-dire il est le grand directeur de ce qui se passe à Munich dès aujourd'hui. Christoph Heusgen, pour expliquer ça, il est un homme super allié à l'OTAN, super allié aux États-Unis. Il a été ambassadeur de l'Allemagne chez l'ONU à New York et maintenant il est directeur de la conférence de la sécurité à Munich. Et il y a un ou 2 jours, il y avait cette interview et Christoph Heusgen, c'était avant l'entretien de Hexet à l'OTAN. Et Christoph Heusgen a dit, le gouvernement américain va probablement conclure un accord avec la Russie et nous dira ensuite quel rôle nous y est réservé. Il est clair que les États-Unis ne sont pas prêts à accorder à l'Ukraine la garantie que les Ukrainiens souhaitent vraiment, à savoir l'adhésion à l'OTAN. Alors, ça, c'est intéressant. Mais il y avait aussi un autre texte que j'ai pris pour cet entretien avec toi parce que je me suis un peu préparée, parce que je sais, à ce moment-là, il est extrêmement difficile de voir clairement. Et c'est pour ça que j'ai aussi pris un texte qui a été publié lundi, je pense lundi ou mardi, chez Waldai Club. Waldai Club, c'est une grande plateforme à Pétersbourg, en Russie. Il s'agit d'un forum international concentré sur la géopolitique, sur la géoéconomie, etc. Et moi, je publie là aussi, mais il y a le directeur du programme, Timofey Bordachev. Et moi, je pense que Timofey Bordachev a toujours il est bien raisonnable et il est aussi un homme qui dit très franchement et très simplement, très pratiquement en ce qui concerne les relations entre les États-Unis, la Russie et l'Europe. Et il y a 1-2 jours, il a écrit un article sur l'OTAN et il a écrit « En réalité, le rôle des États-Unis par rapport
aux États d'Europe a toujours été limitée à 2 questions. Premièrement, contenir la restauration de la grande puissance européenne et du militarisme. Deuxièmement, utiliser l'Europe comme base territoriale pour sa confrontation avec la Russie. La Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France ont subi une érosion lente mais inévitable de leur rôle dans la politique mondiale. Tous accomplissent désormais d'une manière ou d'une autre des tâches visant à atteindre les objectifs les plus mal conçus des États-Unis. Et maintenant, cette phrase, il est étrange de penser que les États-Unis pourraient un jour mettre leur propre survie en danger afin de protéger les Européens d'une attaque massive, par exemple de la Russie. Alors, j'ai pris ces 2 textes pour souligner un peu la situation en Europe. Il y a la Russie qui nous dit franchement, écoutez les Européens, arrêtez de penser que les États-Unis vont protéger l'Europe. C'est toujours les États-Unis et c'est non seulement Trump, il faut souligner ça. Les États-Unis sont une puissance mondiale qui cherche toujours à atteindre leurs objectifs qui sont pour la plupart aussi des objectifs d'économie. Si tu penses, par exemple, maintenant, il y a ce deal entre Trump et Zelensky en ce qui concerne les matières, comme on dit en français, les rares. Oui, les terres rares. Ah, exactement. Alors, il s'agit toujours des questions gagner de l'argent, gagner de l'influence, etc. Et c'est le moment où, il est bien tard, mais c'est le moment maintenant pour que l'Europe se réveille finalement pour comprendre que cette architecture de l'après la guerre, de cette architecture de sécurité, de la guerre froide, je pense que Édouard Husson pourrait beaucoup plus mieux expliquer cette situation. Mais tu l'expliques très bien. Non, mais c'est clair que ça a causé beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça, et moi maintenant je retourne à la question de la conférence de la sécurité, qu'une conférence comme ça, alors écoutez, arrêtez-le. C'est plus la peine de le faire. Hein. On est d'ailleurs maintenant, on est réveillé dans un monde multipolaire. Et c'est pour ça qu'une conférence comme cette conférence à Munich, c'est bien. C'est quelque chose de tradition peut-être, mais c'est pas de puissance. Mais quand même, Ulrich, va se poser aux Européens demain, au lendemain de la conférence de Munich, si tout se passe comme on le pressent. Mais enfin, on sent tous que les États-Unis vont se désengager et ils vont dire aux Européens, vous avez qu'à vous débrouiller avec Zelensky. Ça va poser un problème parce qu'il y a un certain nombre de... La Pologne, l'Allemagne sont probablement très décidés à soutenir Zelensky, tant que il y a Olaf Scholz au pouvoir en Allemagne. Mais il y a des pays qui seront beaucoup moins favorables au soutien à Zelensky. À un moment donné, est-ce que tu penses que cette divergence entre les pays européens sur la question de la relation avec la Russie, par exemple, est-ce que ça peut faire éclater l'Union européenne ? Encore une fois, il faut souligner qu'il y a plusieurs perspectives et plusieurs niveaux pour discuter cette question. Si je commence par exemple par la question Zelensky, il faut dire que je crois pas que M. Zelensky va avoir un avenir. Alors, c'est la fin de Zelensky et c'est un avis personnel. Je pense que c'est bien la situation pour lui
c'est bien dangereux dangereuse à ce moment-là, pas parce qu'il y a des ennemis dans le pays tiers, mais je suis sûre que la situation en Ukraine va s'aggraver maintenant. C'est-à-dire, il y a bien sûr des puissances en Ukraine qui vont se former maintenant, c'est-à-dire pour Zelensky, c'est une situation peut-être dangereuse. Si tu me demandes pour l'Union européenne, bien sûr, c'est une grande question parce qu'il s'agit d'une partie de l'argent et d'autre partie d'une volonté commune politique. Hein? Et ce qu'on observe à ce moment-là, c'est toujours, ce sont les efforts de la Commission de poursuivre une politique de la centralisation. Et cette politique de centralisation, cette politique d'économie planifiée, ça touche aussi les questions d'armement, les dépenses pour la défense, etc. Alors là, nous observons un jeu entre la Banque centrale, la Banque de développement, la Commission et l'OTAN. Mais il faut souligner ça, et c'est ma réponse en ce qui concerne le problème en Europe. Tous les systèmes sociaux sont des systèmes émergents. Cela signifie qu'ils sont constitués de nombreux réseaux différents qui ne peuvent pas être décomposés analytiquement en sous-systèmes similaires. Et selon moi, c'est l'une des plus grandes erreurs qui se cache derrière toute forme de gouvernement, de gouvernance politique centralisée. C'est-à-dire, si on essaye maintenant, et on observe ça, d'installer avec force une politique centralisée, par exemple, en ce qui concerne l'investissement, en ce qui concerne l'armement, en ce qui concerne les dépenses, en ce qui concerne la politique financière, etc., ça produit de plus en plus le chaos. C'est ce que tu discutes chaque semaine avec Édouard. Pourquoi le chaos? Si on regarde Europe, à ce moment-là, en Autriche, pas de gouvernement. En France, chaos. En Allemagne, on va voir, mais moi, je vois pas de plan. C'est-à-dire, de plus de puissance centralisée, de plus de chaos dans les réseaux sociaux, dans les États membres. Et c'est pour ça que je pense que c'est un développement à l'échelle de l'UE qui est bien dangereux. Hein? C'est-à-dire, c'est pas monocausal. Il y a plusieurs causes pour ça. Mais pour le mettre bien simple, c'est un problème d'émergence parce que tu peux pas ni par force physique, ni par loi et ni par la numérisation, tu peux contrôler 100% les réseaux sociaux. C'est pas possible. Tu peux pas contrôler tu peux pas contrôler la société, tu peux pas contrôler ce qui se passe entre les hommes. C'est toujours une question des entretiens, des actions et réactions, des discours entre les hommes. Et c'est tout à fait la même chose avec la politique. Et ça aussi touche la conférence à Munich, c'est-à-dire peut-être il y a un grand plan, mais il y a des acteurs qui poursuivent leur objectif. Et c'est pour ça que je pense qu'à ce moment-là, la situation à l'échelle de l'Union européenne est bien dangereuse, oui. Bon, moi j'ai quand même le sentiment que Trump là va en gros jeter une bombe à retardement au sein de l'Union européenne parce qu'il va falloir gérer l'Ukraine. Et je pense que c'est là qu'on va s'apercevoir que l'Europe ne peut pas être une puissance politique en tant que telle, qu'il y aura la France, il y aura la Pologne sans doute, l'Allemagne,
peut-être la Grande-Bretagne, mais qu'au fond, personne n'a envie que l'Union existe. Voilà. On trouve bien quand c'est un marché commun, mais quand ça devient une puissance centralisée, comme tu dis, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Bon, merci Ulrich. On compte sur toi. Donc, je redis pour ceux qui vont suivre cette interview qu'il y aura un papier d'Edouard ce soir sur le débat aux États-Unis concernant l'intervention en Ukraine ou la politique ukrainienne. Tu nous fais un résumé, enfin une synthèse de ce qui se dit à la conférence de Munich qu'on publiera lundi. Et puis on se retrouve pour suivre ça parce que je pense qu'on est au début d'un processus de désintégration qui va être intéressant. On se retrouve jeudi prochain pour reparler de ces sujets. Merci beaucoup. Merveilleux, merci à vous.